son optique de mettre en exergue le savoir-faire de ces femmes dignes d'excellence, avec chaque fois une touche particulière, votre émission Femmes excellentes reçoit Marie-Louise Bibiche-Mombo, une passionnée du mouvement féministe, les arts, l'engagement communautaire, mais aussi la politique et l'éducation. La condition de femme est sa cause principale de militantisme, l'autonomisation, représentation dans des instances décisionnelles, sécurité et le bien-être. Elle est détentrice d'un diplôme d'études supérieures en communication et journalisme. Son parcours et ses expériences lui donnent une aisance et une facilité à s'affirmer. Marie-Louise Mombo est aussi écrivaine, dramaturge et agente au projet de femmes de Montréal de YMCA dans les services de leadership. Elle a accepté de se livrer à cœur ouvert dans Femmes excellentes. Bonjour Jolie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Nous revoilà encore sur notre plateau de Femmes excellentes. Aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux Marie-Louise Bibiche-Mombo. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Rose. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. En tout cas, nous sommes très contentes, Jolie et moi, de vous recevoir sur notre plateau. Nous avons pris soin de faire une brève présentation sur vous. Alors, nous voulons savoir, est-ce que nous avons autre chose à connaître sur vous? Il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir exactement parce que j'ai plusieurs casquettes en une. Mais le traître mot, c'est l'écriture. Donc voilà, Oui. le point commun de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, c'est l'écriture. Il y a une Marie-Louise journaliste, il y a une Marie-Louise autrice, il y a une Marie-Louise dramaturge, il y a une Marie-Louise accompagnatrice, il y a une Marie-Louise maman, mais tout ça, il y a les mots au milieu. Ah, moi, j'aimerais connaître cette Marie-Louise féministe que vous n'avez pas épinglée. Mais en fait, c'est parce que il y a la condition féminine reste et demeure. Donc, j'ai pas épinglé parce que c'est un état. Il suffit juste de me regarder et de me voir vivre. Puis voilà, on le sent. Mais peut-être que pour les gens qui ne le sentent pas, ou peut-être on peut aller au-delà, c'est quoi pour moi être féministe? C'est je mets la femme au centre, au milieu de tout ce que je suis. D'ailleurs, même dans mon travail d'autrice, de plus en plus, je travaille avec des femmes. J'ai commencé un cycle depuis 2016. J'ai vraiment envie de m'entourer des femmes parce que le monde est ce qu'il est. Hein. Le monde est est très dur et difficile. Puis c'est important que les unes et les autres, on se tienne la main, puis qu'on puisse avancer ensemble. Donc, c'est ça que je fais. Quand je vais quelque part ou que je regarde un panorama, j'ai tendance à aller du côté où il y a une femme qui avance. Parce que c'est dur. Il faudra m'arrêter d'ailleurs, parce que si vous ne m'arrêtez pas, je me lance. Mais c'est parce que quand je suis arrivée, quand je suis arrivée à Montréal, je suis arrivée en 2010. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Puis les personnes qui m'ont vraiment tendu la main, qui ont été un peu comme on dit mes alter ego, c'était d'autres femmes. Et donc, depuis, c'est quelque chose qui fait que ça me tient debout. Okay. Ça me tient debout et je trouve que les générations, c'est comme, il y a eu nos mères, il y a eu nos grands-mères. Moi, je porte le nom de mes deux grands-mères. Je suis une Marie-Louise sans trait d'union parce que c'est des prénoms de deux personnes différentes. C'est que la maman de ma mère est décédée quand ma mère avait 10 ans. Elle s'appelait Marie. Puis mon grand-père s'est remarié avec une autre qui s'appelait Louise, qui a élevé ma mère et ses frères. Ça fait que quand maman s'est mariée puis qu'elle m'a eu, je suis numéro 6, elle a voulu honorer sa mère. Oui. Et pour elle, sa mère, ben, c'est autant Marie que Louise. Ces deux personnes-là. Et donc, à chaque fois, je dois toujours corriger les gens. Je dis toujours que je suis une Marie-Louise sans trait d'union parce que, bon... Mais
voilà, il y a des choses qui sont installées, les gens ont l'habitude d'écrire Marie-Louise avec trait d'union, mais c'est ça. Donc c'est des générations de femmes qui me portent, j'avance. Je dis toujours aux gens, je suis nombreuse. Donc il ne faut pas beaucoup m'embêter dans la vie, là, quand on me cherche des problèmes. Quand je suis devant, je fais face à ces problèmes-là, je ne suis pas seule. Il y a toute une lignée de personnes, d'autres femmes qui me tiennent et qui me permettent d'avancer. Est-ce que c'est pas parce que tu as été aussi entourée d'une femme qui est ta mère, qui a une grande place dans ta vie? Mais c'est clair. A-t-elle pas joué un rôle dans cette Marie-Louise que nous avons aujourd'hui devant nous? Mais complètement, ma mère, et déjà le fait de me donner le nom de Marie, écoute, elle me disait que ma grand-mère était très patiente et je ne le suis pas. Tu travailles déjà sur ça? Je pense que c'est venu avec la maternité, c'est vraiment venu avec la maternité, mais moi dans ma vraie vie là, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de vraiment patient. Puis ma mère, c'était ma colonne vertébrale. Ma mère est décédée l'année dernière. Et, voilà, donc oui, c'est quelqu'un qui m'a donné les bases des bases en beaucoup de choses. Oui. Tu sais, ma mère avait par exemple, elle disait toujours, il y a 3 mots importants dans la vie d'un être humain, c'est merci, bonjour et pardon. Mon fils a ajouté s'il te plaît, je lui ai dit ça c'est une invention, c'est pas la même chose. Parce qu'avec s'il te plaît, on pense qu'on peut tout avoir. Mais pardon, bonjour, merci, c'est quelque chose qui vient de soi. Et des fois, quand c'est donné, de la façon où c'est donné de manière altruiste, ça permet toujours une certaine avancée dans la vie. Donc, ma mère, je n'en parlerai jamais assez. Au point que même dans mon travail de dramaturge, là, je dois présenter un texte dans le cadre d'un festival. Puis, il y a eu un appel. J'ai envoyé mon texte. Et mon texte est un texte hommage à ma mère. Pour célébrer la personne qu'elle était. Et puis aussi pour faire mon deuil. Parce que je suis toujours dans ce deuil-là. Ça va prendre le temps que ça va prendre prendre beaucoup d'années. Oui, mais pour commencer, voilà. Et peut-être ça se termine pas. Peut-être ça se termine pas aussi. Oui. En fait, quand je dis, avec ce texte-là, je fais mon deuil, mais j'apprends à vivre avec l'absence. Oui. C'est surtout ça, comment je fais pour vivre avec l'absence, comment j'avance. Et moi, j'ai une chance avec l'écriture, c'est que c'est exprimé. Exactement. Oui, et puis c'est très thérapeutique pour moi. Ça permet, contrairement peut-être à mes frères, je ne sais pas eux comment ils font, mais moi, tu sais, j'écris, puis je peux, en plus, j'écris, puis je peux le donner à un public. Un public qui est là, qui va m'accompagner dans ce moment-là. Parlons de votre parcours. C'est vrai que vous venez aussi de le dire, que vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui justifie que vous vous retrouvez ici, installé au Canada? L'amour. L'amour? Oh là là, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse de mon amoureux de jeunesse. Et puis, je crois que vous allez dire du Canada. Non, j'étais amoureuse de ce garçon-là, puis qui était installé ici. Et voilà, je l'ai rejoint, mais ça s'est très mal passé. Oh, ça s'est très mal passé. Puis, au lieu de rentrer, j'ai fait un peu comme dans Question pour un champion. Je suis restée. Et mais c'est vrai que quand je suis tombée amoureuse du Canada. C'est ça. Mais quand je suis arrivée en 2010, je n'aimais vraiment pas cet endroit. Oui. Parce que pour moi, il était attaché et relié à cette autre personne-là et à tout ce que j'avais vécu. Et surtout que l'histoire était mal finie. Exactement. Oui. Mais il a fallu que je retourne au Congo. Parce que moi, j'y vais... En fait, je suis installée à Montréal depuis 2010, mais depuis 2013, chaque année, je retourne au Congo. Je vais me ressourcer. Et donc, mon premier retour en 2013, où je suis justement allée un peu aussi me faire soigner par la famille, parce que j'ai personne ici. J'ai une famille choisie, mais ma fratrie n'habite pas ici. Oui. Donc, je suis retournée, j'ai été soignée par ces gens-là, j'ai reçu beaucoup d'amour d'eux et ça m'a donné la force de revenir. Pourquoi je suis revenue aussi? Parce que j'ai beaucoup travaillé, à Kinshasa, j'ai beaucoup travaillé avec l'Europe. Je faisais vraiment des allers-retours entre Kinshasa et, entre autres, la France et la Belgique. Mais le Canada, le Québec, je ne connaissais pas. Puis pour moi, c'était comme un défi. Puis je suis quelqu'un qui aime les défis. Je me suis dit, OK, je veux pouvoir
relever ce défi-là. Donc, je suis revenue en 2013 et depuis, oui, j'aime le Québec. Tu aimes l'hiver du Canada? Oui, oui, c'est fou, hein. En plus, quand je dis ça aux gens, on me trouve bizarre, mais moi, j'aime la neige. J'aime l'hiver, j'aime la neige. J'aime déblayer mon entrée. Je trouve ça extraordinaire. Ça me calme les nerfs. Oui. Il y a une question qui m'aimerait bien. Tout à l'heure, là, vous disiez que Marie-Louise, c'est son trait d'union. Et Bibiche, on met un trait d'union ou pas? Non, en fait, Quelle est l'histoire de Bibiche? Mais Bibiche, c'est vraiment un surnom. Hein. On est Congolais, là. On sait que Bibiche, c'est le nom commun de fille. Là. À Kinshasa, tu descends, tu demandes Bibiche, tu vas avoir peut-être la moitié de la population quinoise qui viendra à ta porte. Mais en fait, c'est un surnom que m'a donné mon père. C'est vraiment ma biche. C'est ça, j'étais la biche de mon père. Voilà. Puis mon père est décédé quand j'avais 18 ans, alors j'ai changé l'orthographe en écrivant S et H parce que dans ma tête, je n'étais pas la biche de tout le monde, j'étais que la biche de mon père et mon père étant parti. Mais par contre, j'ai voulu l'honorer en gardant ce surnom-là et je m'étais juré que j'allais l'emmener le plus loin possible. J'ai déjà commencé à le mettre dans mon passeport, c'est génial. Et aussi par mon travail, par mon existence sur Terre, par mon parcours, par le parcours sur les valeurs que les parents m'ont inculquées. Ben voilà, donc Bibiche est venue de là. En tout cas, les parents sont fiers de vous. Ah, merci. Ouais. C'est pas toute la fratrie en tout cas. Dans quel sens? Qu'est-ce que la fratrie a apporté à votre personne? Oh, mais on est 6 dans ma famille, je suis la dernière. On est 4 garçons, on est 2 filles. Donc moi, j'ai grandi avec mes frères, avec les amis de mes frères. J'ai vraiment grandi avec les hommes. Je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, un garçon qui me fréquentait, il devait avoir les mains bien dans les poches et dans la tête. Ça veut dire que si tu viens vers moi, n'espère pas que je vais comprendre des choses. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Parce que c'est ça, le coaching de mes frères. Ils étaient là à côté. Mes frères, quand ils parlaient des filles, puis que moi, je me sentais mal à l'aise et que je partais, ils me disaient, tu vas où? Reviens t'installer là. Tu dois entendre et savoir comment nous réfléchissons, comment nous fonctionnons. Donc, et je pense même aussi que si j'ai tardé à me marier, c'est parce que peut-être que je faisais peur. Peut-être que il y avait trop le côté masculin. Mais en fait, aussi dans nos cultures, un homme dans ta vie t'apporte une certaine stabilité économique. Mais moi, je travaillais à Kinshasa. Moi, je travaillais, je voyageais. Ça veut dire que moi-même, mon travail m'offrait des voyages et des déplacements. Ça ne rassure pas la personne en face parce que finalement, qu'est-ce qu'elle apporte? Mais en même temps, ça aurait dû les rassurer parce que là, tu dois apporter ton authenticité. Je suis quelqu'un qui est très sensible à l'authenticité. Donc, tu apportes ton authenticité et ton authenticité, ce n'est pas nécessairement ton avoir, tes avoirs. Il faut vraiment comme, qu'est-ce que tu mets sur la table? On va se parler. Donc, ça a été ce que ça a été. Mais la famille, effectivement, a toujours été pour moi comme un cocon, un lieu de ressourcement. Quand je grandissais, moi j'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai grandi à Banda. Et pendant longtemps, dans mon quartier, j'étais un peu comme la pétasse du quartier parce que j'allais au centre culturel français, parce que je fréquentais des Occidentaux, des étrangers. Et pendant longtemps, j'étais un gros point d'interrogation. C'était comme, mais aujourd'hui, je suis la fierté du quartier, c'est super. Mais quand je grandissais, c'était quand même difficile. Je le vivais très, très mal. Et si je n'avais pas eu la famille que j'ai, je ne sais pas ce que ça aurait été. Moi, à l'instant où je savais que ma mère, mes frères, ma soeur me faisaient confiance, tout le reste n'avait aucune importance. Je pouvais avancer dans la vie. Revenons un peu à votre arrivée ici au Canada, à Montréal précisément. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Pourquoi vous êtes quand même resté malgré tous ces défis-là? Moi, la chose qui a été un gros défi pour moi à Montréal, c'était... Parce que ce n'est pas l'hiver, puisque vous Non, ce n'était pas l'hiver. C'était pas l'hiver. Moi, c'était vraiment la solitude. C'était vraiment la solitude. Et là, c'est pas une chasse aux sorcières là, que je suis en train de faire, mais des fois, quand on n'est pas bien dans une relation,
puis qu'on n'est pas avec la bonne personne, que cette personne vous coupe de tout, c'est compliqué. Moi, la chose qui m'a vraiment marqué, c'était ça, c'était la solitude, c'était le fait d'être coupé de certaines amitiés aussi. Je connaissais beaucoup de gens, mais que je ne pouvais pas fréquenter parce que l'autre personne avait besoin d'être rassurée, l'autre personne avait ses insécurités, en tout cas, bref, on ne va pas rester longtemps sur ce sujet-là. Je suis reconstruite aujourd'hui, je suis une autre personne. Mais c'est ça, c'était surtout... Et puis aussi, qui était difficile pour moi, c'était le silence, la vie. Tu sais, comme... Tu sais, au Congo, tu entends, même si tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu entends une voiture qui passe quelque part, un chien qui aboie, des enfants qui viennent de l'école, etc., etc. Et même si tu vis du silence à l'intérieur, mais à l'extérieur, autour, ça rassure. Ouais. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était, mon Dieu, c'était compliqué. Et puis c'était aussi, je me rendais compte que je venais pour une longue durée. Parce que quand je faisais mes allers-retours, c'était très chronométré. Je pouvais rester 6 mois, je pouvais rester 8 mois, je finissais toujours par rentrer. Et donc, je savais que, ok, là, je vais rester 8 mois, puis je rentre. Mais je suis arrivée ici, c'était un aller simple. Il n'y avait pas de retour. Et alors, comment j'apprivoise ce nouveau lieu-là, qui va devenir mon lieu de vie? C'était un peu tout ce questionnement-là qui m'habitait. Hormis la solitude, comment vous avez trouvé votre place en tant qu'écrivaine dans le théâtre, dans l'écriture? Est-ce qu'il y avait une place ouverte? Tu t'es facilement intégrée? Les portes étaient ouvertes devant de toi? Ça s'est passé comment en fait? Mais moi, je sais pas. Je pense que comme cette espèce de la Belle au bois dormant qui a eu des faits sur son lit, je sais pas. Moi, je pense que c'est la grâce. Je pense vraiment que... Tu sais, ma mère, c'est quelqu'un... Ma mère est... Rose, elle aime ça. Quand tu dis la grâce, elle secoue la tête. Oui, c'est une femme très, très pieuse, très, très engagée et qui nous a vraiment inculqué des valeurs spirituelles, religieuses très, très fortes. Puis, je me dis même que j'ai eu à bénéficier de certaines choses grâce à elle. Je ne suis pas la meilleure des personnes. Il y a des gens qui me connaissent pourront dire « Oh ouais, celle-là ». Mais j'ai bénéficié parce qu'elle, elle a semé. Elle a semé, puis moi, j'ai reçu les prières des parents ont vraiment un impact dans la vie des enfants. Ah oui, complètement. Ça, c'est vrai. Complètement. Ça fait que moi, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et toutes les douleurs que j'ai vécues dans ma vie, aujourd'hui, je suis capable de dire que Dieu savait. Oui, puis tu sais, comme on dit, la fameuse phrase, je ne te donnerai jamais un poids au-delà de ce que tu peux porter. Oui. Donc, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu de cette façon-là parce que, quelque part, Dieu me donnait la force de porter. Puis quand il a vu que, ok, c'est là la limite de cette personne, je fais entrer maintenant comment j'appelle ça, les rencontres de ta destinée. Voilà, j'ai toujours des personnes extraordinaires. Quand je venais ici, j'ai une amie qui est metteuse en scène, une Française. Elle m'a dit, écoute, tu vas à Montréal, tu es amoureuse, mais n'oublie pas ton travail. J'ai un bon ami à moi qui est directeur d'un théâtre à Montréal, va le voir. Donc, je suis arrivée et malgré ma configuration compliquée, j'ai trouvé le temps d'aller au théâtre voir cet ami-là. Il s'agit du théâtre Espace Libre qui est à Hochelaga. Et Philippe Ducrot, donc, que j'ai rencontré, partait à Kinshasa. Je lui ai donné mon livre Samantha à Kinshasa, vite fait, comme ça, il m'a fait faire le tour de l'endroit du théâtre. Et puis, voilà, il est parti. Je suis restée. Puis, je m'ennuyais. J'ai commencé à chercher un emploi. J'ai trouvé... j'avais un accompagnement. Tu sais, quand tu arrives... Et je suis arrivée, c'était vraiment l'année avant mes 35 ans. Tu peux avoir, quand tu viens d'arriver, puis c'est ça les gens, si vous ne le savez pas, quand tu as moins de 35 ans que tu arrives, tu peux avoir un accompagnement professionnel. Donc, moi, je suis allée, je fréquentais un centre qui était sur Saint-Laurent, CIMO, je pense, service d'intégration, quelque chose, j'ai oublié, mais CIMO, ça existe. Et je suis tombée sur un conseiller en emploi extraordinaire. Il m'a dit... Je regarde ton CV, on a retravaillé mon CV de journaliste, on l'a retravaillé, autrice, et puis il me dit, qu'est-ce que tu veux faire comme travail? J'ai dit, bah, écoute, moi j'ai fait du journalisme à l'ISTI au Congo, j'aimerais travailler en journalisme ici. Il me dit, écoute, ici ça fonctionne beaucoup sur appel,
Et la seule chaîne où tu vas être à ton aise, c'est Radio-Canada parce que le français là-bas est un français quand même international. J'ai fait un stage à CIBL, mais c'était difficile. On disait que c'est moi qui avais un accent. Donc, j'ai dû arrêter ça. Et ce gars-là m'a pisté. Il m'a dit, écoute, il y a des offres d'emploi. Et lui, il m'a dit, tu peux travailler dans le communautaire. C'est un Tunisien d'origine. Il me dit, tu sais d'où on vient? Chez nous, on fait ça déjà. On est beaucoup dans le caring. Ouais. Va travailler dans le communautaire et surtout ne va pas travailler en manufacture parce que si tu y vas, tu vas t'habituer à l'argent facile et tu risques d'oublier tes rêves. Tu as un beau CV, là. Bref, j'ai postulé pour le Y des femmes. J'ai été embauchée en tant qu'agente de projet. C'était génial. En fait, c'est dans cet endroit-là que j'ai rencontré les amitiés que j'ai aujourd'hui, qui sont devenues mes sœurs, ma famille, parce que c'est un organisme communautaire qui travaille sur la prévention des femmes, la prévention des violences sur les femmes et les jeunes filles. Et c'était vraiment la chose dont j'avais besoin, vu ce que je vivais moi-même dans ma vie. Donc, j'ai eu les ressources nécessaires pour me faire du bien à moi-même et pour arriver à faire du bien aux autres. Okay. Donc voilà, ce parcours-là, c'était entre-temps Philippe que j'avais rencontré, est revenu de Kinshasa. Un autre ami à moi a rencontré une autre fille en France en lui disant « Ah, mais mon ami qui s'appelle Papi, il dit « Ok, j'ai une grande amie à moi qui est à Montréal, ce serait génial que tu la rencontres. » Cette fille-là, je la rencontre, elle travaille pour une structure qui s'appelle le Centre des auteurs dramatiques et dit écoute Bibiche, il faut que tu postules parce qu'on cherche des auteurs, tu viens de la francophonie, tu as fait ci, tu as fait ça, ce serait bien que tu fasses partie des nôtres. Hop, je postule. Et là, ils organisent un festival, ils donnent des cartes blanches à des auteurs, autrices pour faire des lectures. On me donne une carte blanche, je fais une lecture, ça fonctionne bien et puis ils me disent écoute, on peut aller plus loin avec ça, est-ce que tu peux monter le spectacle? On va te présenter un metteur en scène. Wow. Qui est-ce qu'on me présente? Philippe Ducrot. J'étais comme, c'est pas possible. Tout se nouait et donc voilà, on a fait Bibiche de Kinshasa. C'est un spectacle qui a tourné pendant 2 ans. Et avec lequel ici au Québec? Oui, on a joué dans les centres de maisons de la culture, etc. Parlons justement de la femme. La condition de la femme, ça reste votre cheval des batailles. Dites-nous, premièrement, pourquoi avoir choisi la cause de la femme? Et deuxièmement, est-ce que demain, vous pensez que cette femme-là, cette condition-là va changer? Pourquoi je choisis cette... Déjà, ce que j'ai écrit, tous mes personnages sont des femmes parce que c'est dans la... Je suis mieux placée pour parler de la femme en tant que femme. Exactement, en tant que femme. Et donc, pourquoi j'ai choisi? Mais parce que je regarde l'exemple de nos mamans qui... Tu sais, nos mamans, c'est des femmes qui ont... J'aime beaucoup l'image des gens qui balayent sous le tapis leurs rêves. Il y a beaucoup de choses qu'elles ont enfouies sous le tapis parce qu'il fallait qu'elles soient nos mères, parce qu'il fallait qu'elles nous élèvent, parce qu'il fallait qu'elles, comme selon l'expression belge, j'aime bien qu'elles mordent sur leur chic pour que nous, on existe. Donc, je me dis, OK, comment rendre à ces personnes-là? Et puis aussi, parce que c'est la moitié du monde. Je trouve toujours que la femme, en fait, est la moitié du monde qui porte l'autre moitié du monde. Puis, c'est pas logique. Je porte l'autre moitié du monde qui ne cherche qu'à me faire du mal. Ça n'a pas de sens. Non. Et que donc, s'il y a des choses qu'on peut... refaire autrement pour changer des narratifs. Moi, j'ai un garçon. Oui. Donc, qu'est-ce que je lui inculque en tant que la personne que je suis aujourd'hui? Je lui apprends la vie, je lui apprends le respect de l'autre personne en tant qu'individu, etc., etc. Pour aussi un peu changer les lignes. Parce que si on essaie de remonter plus loin, les femmes qui ont eu à avoir mal à cause des hommes qui ont brisé leur vie, mais ces hommes avaient des mères. Tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Alors, si on peut changer des choses, je pense qu'il y a moyen. Moi, je viens pas avec des solutions toutes faites, mais je viens avec ma part. Je trouve que chacun a une part à donner dans la vie, dans le monde. Puis moi, ma part, c'est ça. Donc, voilà. On ne pourra pas se séparer avec toi, c'est important que tu nous lises quelque chose. Juste entendre. Juste un mot, que ce soit Samantha, Kinshasa ou... Mais non, ça va être... je pense que ça va être mon premier, parce que c'est vraiment mon premier.
Et, C'est ton premier-né en plus. c'est mon premier-né, puis c'est un peu lui qui donne... Je mets mes yeux parce que j'ai besoin de mes yeux. C'est le premier que j'ai publié. Puis c'est un peu, je dis que c'est un peu l'ancêtre ou la grand-mère de Samantha, parce que c'était déjà des histoires de quartier. Ok, je vais vous lire ça. Kabibi, c'est ma voisine. Elle passe tous ses week-ends dans le quartier, revenant de ses amours clandestines, comme elle aime dire. On a grandi ensemble. Elle a un âge éternel, elle, un seul. Un physique passe-partout, facile à garer. Elle est un prénom et des mots, plein de mots. Je t'aime, j'ai envie de toi, je fais tout, il suffit de demander. Il fait beau, pas de soleil, une douce fraîcheur. Je ne travaille pas ce matin. Je la vois, je lui dis bonjour, ça fait longtemps. Faut dire que je l'aime bien. Elle me demande de passer chez elle, papoter. Elle a toujours quelque chose à dire sur tout le monde, bien qu'elle ne vit plus là en permanence. Sous le mur de leur maison, elle me conseille de faire gaffe. La vie ne fait pas de cadeaux, tu sais. Certains clients non plus d'ailleurs. Tu sais mon gars, heureusement qu'il m'a casé, elle me confie. Ils vivent tous les deux à Matongé, elle y est toute la semaine et ne revient au quartier que les samedis. Son fils a 10 ou 11 ans. Il est tout ce que j'ai de vrai, j'ai horreur de penser qu'il fut un accident. Encore moins une erreur. C'est un être d'amour mon Versace, un cadeau du ciel. Certaines mamans qui passent nous dévisagent. Kabibi a un look d'enfer. Elle peut se le permettre, elle n'a pas d'âge. Toujours courte, ses fringues ont l'air de souffrir d'une insuffisance de tissu. Des fois, elle met des tailleurs avec des talons très hauts. Elle adore provoquer. Tout le monde. Elle ne fait pas de différence. Les papas du coin, leurs fils, leurs petits-fils. Elle aime les hommes. En tout cas, on pouvait même applaudir parce que là, là c'est vraiment merveilleux. Merci Biche de nous faire ce plaisir, de partager ton expérience avec nous. Je crois qu'on n'a pas tout dit. Pas du tout. Il y a tellement des choses, il y a des casquettes qu'on n'a pas touchées. La porte de Femmes Excellentes vous est ouverte. Merci Revenez-nous beaucoup. à tout moment. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vraiment, ça a été un plaisir. C'est à nous de vous remercier. Merci, à la prochaine. Ça peut être une pensée, une passion, quel que soit son nom, le plus important, c'est de nourrir cela et travailler sur ça. Pour en faire une source financière ou encore une satisfaction personnelle, un bien-être. Alors, n'attendez pas. Le monde a un rythme, mais à chacun son rythme. Échouer, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne jamais essayer. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.